Bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir cette occasion de faire un peu une présentation sur la problématique de travail face à un milieu qui me change un peu des milieux purement scientifiques avec lesquels je travaille habituellement. Je dois dire que malgré ça, j'ai beaucoup hésité quand Agnès Robin m'a proposé de participer à cette journée pour présenter un peu ce qu'on fait. Parce que franchement, sachant justement la façon dont on traite les données dans nos projets collaboratifs, je me disais non franchement, je peux quand même pas montrer ça sérieusement, parce que vous allez voir qu'on est très très loin en fait des bonnes pratiques réelles. En même temps, voilà, je pense que c'est une question qu'il faut assumer. Ça représente quand même ces problèmes de gestion des données dans les projets collaboratifs, dans les disciplines des sciences de la vie qu'on représente. Ça fait à peu près 30% du travail de la recherche publique qui est faite dans un contexte partenarial. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes qu'il faut regarder si on veut assurer effectivement la pérennité des travaux réalisés dans ce contexte de projet collaboratif, donc entre labos publics et entreprises privées. Je vais commencer par présenter un peu notre entreprise. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour bien comprendre sur quel type de sujet on travaille et pouvoir partir d'exemples concrets sur les échanges de données qui se produisent dans le cadre de nos projets. Parce que vous verrez que suivant les sujets, il peut y avoir des problématiques techniques assez différentes qui posent des problèmes de conservation et de partage de données très différents. Donc ITK, on est une entreprise qui est basée à Clapiers, près d'ici, qui a été créée il y a une quinzaine d'années par Eric Jalas, qui était un chercheur du CIRAD, donc on baigne vraiment dans la collaboration avec la recherche publique depuis les débuts. Notre métier, c'est de développer des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs et les éleveurs, pour les aider à mieux anticiper les problèmes climatiques pour les productions végétales, les problèmes de santé et de reproduction pour les animaux, tout en essayant de minimiser leur impact environnemental. Et pour ça, donc, on utilise beaucoup de techniques principalement. La modélisation mécaniste des cultures, dans le cas de nos outils pour les productions végétales, c'est-à-dire en fait des modèles dynamiques qui permettent de prévoir quel est le potentiel de la culture dans un contexte climatique donné, compte tenu du sol dans lequel elle pousse, des interventions que l'agriculteur réalise sur elle. C'est ce qui va nous aider du coup à le conseiller pour apporter uniquement les quantités d'eau, d'engrais et de produits phytosanitaires dont la culture a réellement besoin. Et puis pour l'élevage, donc on leur fournit plutôt des capteurs connectés qui vont leur permettre de suivre l'état de santé de leurs animaux. Donc en gros, on a vraiment deux problématiques bien différentes, celle des grandes cultures illustrées ici sur notre plateforme. C'est la même chose pour tous les outils. On travaille beaucoup sur la vigne, d'autres sujets du même genre, donc essentiellement des modèles dynamiques. Et puis pour les productions animales, donc on est plus sur l'utilisation d'objets connectés, qui sont la base des informations qu'on fournit à l'éleveur. Pour donner un peu quelques exemples, donc, on propose aux éleveurs laitiers des accéléromètres qu'on fixe sur le cou des vaches pour suivre leur comportement, et ça va être capable de mesurer le temps qu'elles passent chaque jour à manger, à ruminer. Ça permet de détecter des troubles alimentaires si on voit que la vache se met d'un seul coup à moins manger, à moins ruminer. On mesure son temps passé debout et couché, donc là aussi ça donne des indices sur sa santé. Ça permet également de détecter quand la vache est en chaleur. On a des capteurs également pour la détection de vélage. Donc tout ça, c'est des systèmes relativement autonomes, contrairement au modèle climatique, on va voir, qui demande de poser beaucoup de données. Tous ces objets connectés pour l'élevage, c'est des objets relativement autonomes qui génèrent eux-mêmes l'information d'intérêt pour l'éleveur et qui la renvoient directement sur des serveurs. Je vois aussi des petits problèmes de passage d'images sous Mac. Un des aspects majeurs de notre discipline, c'est que de plus en plus, effectivement, on est dans l'interconnexion en fait, entre données déjà existantes. Par exemple, sur le domaine qui nous intéresse, celui de l'agriculture et l'élevage de précision, ça fait déjà en fait une vingtaine d'années qu'il y a des acteurs du machinisme qui produisent des capteurs embarqués sur du matériel, donc soit des moissonneuses batteuses, soit des robots de traite, qui fournissent des masses de données aux agriculteurs et aux éleveurs, et qui n'ont pas vraiment bouleversé leur mode de travail jusqu'à présent, parce que ça reste des données isolées qui sont purement descriptives. Ça permet de savoir si la culture est dans un état normal ou si elle est plus ou moins développée que la moyenne. Pour les animaux, ça permet de savoir si leur production est bonne ou pas, et ça donne aucun indice sur les causes de problèmes éventuels. Et donc de plus en plus, la direction actuelle de recherche, c'est donc de travailler sur la mise en place soit de modèles
explicatifs comme les nôtres, soit de capteurs connectés, qui vont permettre de collecter des informations permettant d'identifier la cause de ce problème éventuel, et du coup d'aller plus loin dans le diagnostic et le conseil aux agriculteurs. Et donc c'est tous ces croisements de données qu'on travaille actuellement, et qui du coup génèrent forcément des problèmes de validation et de communication de données assez complexes. Alors du coup, comme je le disais, on est une entreprise qui a été fondée par un ancien chercheur de la recherche publique, et on a une longue expérience de projets collaboratifs dans des contextes administratifs assez variés, que ce soit des projets français, des financements français dans le cadre du FUI, des projets européens. On est par exemple sur un gros projet H2020 dans le cadre de problématiques d'élevage. Bon, c'est que dans les cahiers des charges de ces appels à projets, il y a quand même des indications assez strictes sur les règles de partage, de conservation des données, qui sont logiques. C'est les sujets que vous avez vus ce matin. Et en fait, en pratique, il ne faut pas se cacher que souvent, même dans la plupart des cas, on est très éloigné en pratique des respects, en tout cas des meilleures pratiques possibles. Et voilà, je voulais profiter un peu de l'occasion pour expliquer un peu pourquoi. Expliquer pourquoi déjà il y a des raisons pour que les pratiques réelles soient actuellement très loin des meilleures pratiques conseillées. Et en plus, alerter sur le fait que ça va sans doute pas s'arranger. Je pense que c'est un sujet qui a été déjà évoqué ce matin. C'est vrai que les orientations récentes des recherches sur le big data, les bases de données NoSQL vont encore compliquer la question de façon qui sera très compliquée à suivre sur le plan juridique. Ça fait que du coup, en fait, quand on regarde un peu ce qu'on fait sur les projets, là je caricature un peu, mais il y a d'une part la théorie telle qu'elle est exprimée dans les lignes directrices des appels à projets auxquels on souscrit. Et en pratique, j'exagère un peu là sur le graphique de droite en disant qu'on continue à bosser avec des échanges de fichiers Excel dans tous les sens. Mais bon, c'est quand même en général, de toute façon, les projets commencent comme ça, et ils ne vont pas toujours beaucoup plus loin en fait en pratique. C'est vrai que les instituts de recherche travaillent à mettre en place des systèmes de gestion de bases de données qui normalement doivent permettre une mise en commun des données des projets, y compris collaboratifs, dans les meilleures conditions. Je vois qu'en pratique, régulièrement, quand on commence à préparer la soumission, un appel à projet, il y a en général les gens de la Valo de ces instituts de recherche qui arrivent en nous disant: n'oubliez pas, un accord de consortium, on prévoit que toutes les données seront rentrées dans notre système BIP. Je ne citerai pas de nom pour pas avoir l'air de me moquer de mes collègues. En général, à ce moment-là, les chercheurs qui sont avec nous piquent du nez en disant pas que ça ne tombe pas sur moi. Et puis au bout du compte, quand on démarre le projet, déjà la notion de la base de données a disparu de l'accord de consortium, et puis les chercheurs commencent à nous dire dans votre base de données, si vous pouvez rajouter déjà l'étape de saisie pour nos données, ça serait bien. Puis après, on verra pour faire entrer tout ça dans la base BIP. Et puis en général, ça ne se fait pas. Alors pourquoi tout ça? J'ai l'air de présenter. En fait, c'est vrai que c'est pour des raisons bien compréhensibles qu'on va voir. Ça pose le respect des bonnes pratiques pose des tas de problèmes techniques. Et puis il y a aussi le fait que de toute façon, clairement, dans le cas des appels à projets collaboratifs, on n'est pas forcément tous tendus sur l'objectif de laisser des archives parfaitement propres et parfaitement partagées, parce qu'on a des priorités économiques qui ne sont pas les mêmes. Donc là-dedans, c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité des entreprises qui participent au projet collaboratif. Mais voilà, puis il y a aussi le fait que clairement les solutions actuellement travaillées par les instituts de recherche ne sont pas forcément assez performantes pour justement lever un peu les barrières qu'il y a une bonne conservation des données des projets collaboratifs. Donc, je vais présenter un peu quelques exemples concrets des types d'échanges de données qu'on a sur nos projets collaboratifs, juste pour déjà laisser dans un premier temps que les différents problèmes que ça pose. Il y a déjà le fait que de plus en plus, on doit mélanger dans ces projets des données d'origine très variées. Donc, sur les outils d'aide à la décision qu'on construit, il y a bien entendu des données qui sont rentrées par l'utilisateur final, l'agriculteur. Donc il va rentrer lui, qui doivent être des données relativement simples et basiques, sur lesquelles il n'est pas forcément très précis. Il y a des données, bien entendu, qui sont générées par l'entreprise porteur du projet. Donc ça, je dirais, c'est nous qui en sommes responsables. On essaie de faire au mieux, ça pose des problèmes techniques qu'on va voir après. On intègre aussi très souvent des données
également générées par des partenaires ou des prestataires. On verra quelques exemples dans le cas des modélisations. Donc c'est souvent des données qui elles-mêmes sont mouvantes, qui sont issues d'autres process de R&D engagés par ces partenaires, donc qui du coup peuvent évoluer dans le temps, y compris après la fin de notre projet collaboratif. Et puis donc il y a bien entendu des instituts de recherche et des instituts techniques. Il y a des problématiques très variées. Alors là, effectivement, sans entrer trop dans les détails informatiques, je suppose que malheureusement j'ai manqué la matinée, parce que c'est une question qui a déjà été traitée ce matin. Mais en ce qui concerne les technologies de base de données, c'est vrai qu'on a, dans tous les éléments qu'on a vus là précédemment sur la conservation des bases de données, ça repose un peu sur un présupposé qui était quasi universel jusqu'à présent, c'est qu'on parlait de bases de données relationnelles, donc des objets informatiques hyper connus, maîtrisés de tout le monde, qui posent très peu de problèmes de partage, qui a été même fait pour ça, alors que de plus en plus, avec le big data, on s'oriente vers des systèmes complètement opaques, qui sont très difficiles à partager techniquement, même avec la meilleure volonté du monde, et où en plus, contrairement aux bases de données relationnelles, les traitements informatiques ne peuvent pas être séparés complètement de l'architecture des données. Et là, c'est vrai que ça pose du coup des problèmes de durabilité et de contrôle a posteriori des travaux de recherche qui paraissent difficilement solubles et qui vont devenir de plus en plus prégnants dans les projets de recherche. Il y a un autre élément qui normalement ne devrait pas être gênant sur le plan technique, mais qui devient vite sur le plan économique, c'est que la plupart du temps, les flux de données qu'il y aura dans l'application commerciale, qui est quand même l'objectif des projets collaboratifs, ils sont différents de ceux qui sont dans la phase de R&D. Alors bien entendu, en soi, ça ne devrait pas être un problème. On peut mettre en place un système d'information complet et aux normes pour la phase de recherche, et puis après en développer un complètement nouveau pour l'application commerciale. Enfin, d'un point de vue économique, quand même, on aime bien travailler le plus vite possible sur le système d'information du service commercial. Et ça, je dirais, c'est nécessaire non seulement pour raison d'économie de la part des entreprises porteurs de projets, mais aussi parce que de plus en plus, il devient difficile, la transition entre la phase de R&D et la phase commerciale est de plus en plus floue. Déjà depuis toujours, hein, quand on doit développer des outils d'aide à la décision qui sont des outils dont l'acceptabilité dépend beaucoup de la simplicité pour les utilisateurs. Donc même si au départ, les modèles qu'on met au point avec la recherche, on les travaille essentiellement avec la recherche, on y associe très vite les agriculteurs pour être sûr qu'ils sont capables de bien maîtriser les données qu'on va leur envoyer par la suite. Et donc, dès le début, en fait, il y a des agriculteurs qui sont associés au processus de validation de l'outil. Et donc, une fois encore, ça va dans le sens où on a tendance à développer très vite le système d'information définitif. Et ça veut dire que déjà, depuis toujours, je dirais, la phase commerciale, en fait, elle est commencée avant la fin du projet de R&D. Et maintenant, de plus en plus, il y a aussi un recours dans l'autre sens. C'est-à-dire que de plus en plus, on construit des systèmes qui sont initiés avec des données issues de la recherche, et qu'on va améliorer progressivement, même en phase commerciale, par des techniques de machine learning sur les données utilisateurs. Et donc, ça crée encore une fois une porosité entre la phase de R&D et la phase commerciale, qui fait qu'en pratique, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir vraiment deux systèmes d'information différents pour les deux phases du projet. Alors, si je détaille un peu de façon concrète un type de projet sur lequel on travaille, comme je le disais, il y a deux problématiques bien différentes pour les modèles utilisés pour le management des cultures, et d'autre part les systèmes à base d'objets connectés pour les productions animales. Pour la gestion des cultures, en fait, notre travail principal, c'est de développer un modèle agronomique qui simule au mieux le développement de la culture en fonction de son environnement. C'est-à-dire que pour ça, on va avoir besoin déjà que l'agriculteur nous indique quelle culture il a semé, quelle variété, quelle densité de semis, sur quel type de sol il a implanté sa culture. On va avoir besoin, bien entendu, de données météo, parce que c'est l'élément essentiel qui va créer une variation des variations potentielles de la culture d'une année à l'autre et qui va créer justement les ajustements sur lesquels on va essayer d'aider l'agriculteur. Et puis de plus en plus, on va également intégrer des mesures complémentaires dans le courant de la campagne, qui peuvent être par exemple des images satellites qui vont permettre de contrôler périodiquement dans le courant de la campagne si la culture est bien dans l'état de développement qu'avait prévu le modèle,
d'identifier aussi du coup s'il y a eu des accidents qui sont causés par des facteurs autres que ceux maîtrisés par le modèle, et donc il va falloir tenir compte parce que bien entendu le modèle lui-même ne les a pas vus venir. On va souvent aussi intégrer des mesures de capteur d'humidité du sol. Donc tout ça, c'est des données extérieures, enfin que occasionnellement d'ailleurs ça peut être des données qui proviennent d'un capteur ITK, donc dans ce cas-là on n'a pas de problème. Mais le plus souvent, nous, c'est des données qui proviennent de systèmes conçus par des partenaires à nous et pas par ITK directement. À partir de là, donc, on développe le modèle qui va brasser toutes ces données et qui va en sortir, nous fournir une description de la culture, qui va nous indiquer quel est son potentiel de rendement au jour J, compte tenu du climat qui s'est écoulé depuis le début de la campagne, et puis des prévisions des prévisions climatiques jusqu'à la récolte, qui va indiquer quelle est sa biomasse estimée au jour J aussi. C'est une information du coup qu'on pourra éventuellement revérifier par d'autres moyens, par une image satellite, pour vérifier si le modèle a bien marché. Et puis dans la phase de recherche, tout ça, toutes ces sorties du modèle, c'est les choses qu'on va valider, calibrer d'abord et valider ensuite, par comparaison avec des mesures fines réalisées sur le terrain, et donc des mesures réalisées dans un premier temps par la recherche publique. Là, je parle de labos, INRA ou CIRAD par exemple. Ça peut être aussi des instituts techniques, c'est pas forcément recherche pure au sens recherche publique. Ça, c'était le fonctionnement donc, pendant la phase de R&D. Dans le cas de ces outils, finalement, il n'y a pas de différence après dans le fonctionnement commercial. Globalement, ça marche exactement de la même façon, sauf que là, les sources des données de terrain ne seront plus les mêmes. Là, ce sera l'agriculteur. Et donc, là encore, ça va dans le sens où, bien entendu, à ce niveau-là, nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le système d'information qui permet de gérer les informations de cette configuration-là. On va voir qu'après, dans la façon dont ces différents éléments d'information sont localisés physiquement en termes de serveurs, ça veut dire que le partage de ces serveurs ne sera pas forcément optimal par rapport aux attentes de la collaboration avec la recherche. Si on passe maintenant aux outils, cette fois basés sur des objets connectés. Donc par exemple, ce qu'on fait dans le cas de l'élevage, là je dirais le schéma est plus simple, puisque finalement, on a ce qu'on met au point là, dans nos tests de création de nouveaux services. Alors, on teste un capteur, donc on a conçu pour remplir un but précis, mettons par exemple la détection de chaleur. On va le tester sur un certain nombre d'animaux. On va compléter ça par des observations du comportement réalisées, là encore, par des instituts de recherche, des instituts techniques. Là aussi, on va y associer des éleveurs de bonne heure, parce que là aussi, on veut pouvoir comparer les résultats qui sont fournis par le capteur, non seulement à l'estimation de gens hyper compétents et spécialisés comme les chercheurs, mais on veut aussi être sûr que ça colle bien avec la vision qu'aura eu un éleveur. Donc très tôt, en fait, on va avoir les deux sources de données de validation qui vont marcher en parallèle. Donc là aussi, toutes ces données, on va les brasser et mettre au point les algorithmes de traitement du signal qui vont permettre de faire concorder les informations du capteur et les observations sur l'animal. Et tout ça, du coup, ça nous permet de générer du coup, des alertes qu'on va envoyer à l'éleveur pour lui dire « Attention, votre vache est féconde, il est temps de faire une insémination artificielle. » Et après, quand on va être en fonctionnement commercial, tout au moins sur nos systèmes actuels, là, ce coup-là, c'est tout simple. Donc, comme je disais, le capteur marche tout seul. On le confronte plus directement aux informations de l'éleveur, parce que tout simplement, il a pas le temps et puis pas le degré de précision suffisant pour nous fournir en routine des données de validation assez fines pour continuer à affiner le modèle. Donc le fonctionnement est relativement simple, souvent pour nos services actuels. Alors cela dit, comme je le disais, de plus en plus, on va chercher maintenant à croiser les données de ces capteurs à d'autres informations externes. Par exemple, on a déjà développé actuellement un thermomètre ruminal, c'est-à-dire un thermomètre qu'on fait avaler à la vache qu'elle garde dans son rumen toute sa vie, qui nous permet de connaître du coup sa température interne. Ça nous permet déjà actuellement de détecter un peu les pics de température. On arrive avec ça un petit peu à séparer, là, en fonction de la dynamique de ce pic de température dans le temps, à séparer un peu les cas d'hypothermie, d'hyperthermie, pardon, des phénomènes purement climatiques
les séparer des pics de fièvre d'origine infectieuse, et ça ne va pas beaucoup plus loin. Ce sur quoi on travaille maintenant, c'est de croiser ces données avec les données sanitaires de suivi des élevages, également avec leurs données de performance, pour être capable de détecter plus tôt, de diagnostiquer plus tôt l'origine de ces troubles. Et là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va passer dans la suite à un schéma où on continue aussi bien en R&D qu'en fonctionnement commercial. On va croiser en continu les informations de performance qui nous remontent des élevages avec les données du capteur. Et donc, ça va générer de nouveaux flux d'informations à partir de données qui, elles, sont issues ni de la recherche, ni des éleveurs, mais en fait de tous les instituts qui encadrent les éleveurs, en particulier les contrôles laitiers, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que tout ça, ça génère un peu du coup des problèmes sur la protection des données en phase de R&D? C'est que, comme je vous l'ai dit, bon, il ne faut pas se leurrer. À notre objectif, à nous, entreprises, dans le cadre d'un projet collaboratif, c'est bien d'avoir en fin de projet un outil qui est un prototype prêt à être vendu sur le terrain. Donc, clairement, on n'a pas le temps et pas le financement pour développer un système d'information intermédiaire conçu à l'optimisation des communications avec la recherche. On part d'emblée sur une base de données telle qu'elle, c'est une formation telle qu'elle sera conçue pour la commercialisation, et on voit après comment faire en sorte que ça se passe le moins mal possible pour la communication avec les chercheurs. Concrètement, ce qui se passe pour nos services de modélisation, c'est que finalement, de plus en plus, il y a uniquement la partie modélisation qui est sur un serveur propre à ITK. Et encore, quand je dis propre à ITK, il n'est pas chez nous en fait. C'est des serveurs qu'on sous-traite, qu'on confie à des hébergeurs sur un cahier des charges qu'on fixe nous pour du coup en assurer assurer la sécurité des données, l'intégrité et la sécurité des données. Mais du coup, en fait, ça veut dire que déjà toute la partie gestion de la sécurité physique des données, on la sous-traite. Ce ne sont pas des compétences qu'on a en interne, tout simplement parce qu'on n'en a pas vraiment l'usage en fait. Il y a toute la partie après collecte et visualisation de l'information, donc les interfaces par lesquelles l'éleveur ou l'agriculteur va pouvoir nous rentrer des informations sur ses cultures, sur lesquelles il va pouvoir nous faire part de ses observations. Les interfaces aussi où il va pouvoir regarder les résultats. Ben ça, en fait, dans la plupart des cas, c'est pas nous qui les gérons directement. Enfin, en tout cas, il y a peut-être cet intermédiaire, mais de plus en plus, nos partenaires qui distribuent nos services sur le terrain, parce qu'on les diffuse jamais nous-mêmes, enfin, ou rarement en tout cas, ils souhaitent que le service soit intégré dans leur propre plateforme de service. Donc en fait, même si ces écrans-là ont été développés par nous, la plupart du temps, en fait, ils sont intégrés dans leur site à eux, et donc c'est des choses qu'on ne sait plus directement et qui sont hébergées du coup sur des serveurs différents des nôtres, et du coup dont le cahier des charges est fixé par le distributeur et pas par nous. Et puis en plus, comme je le disais, on utilise aussi pas mal de données externes, en particulier les données météo, les images satellites, où là de toute façon c'est les données qu'on reçoit de nos partenaires ou prestataires, et où on ne maîtrise pas tous les aspects de communication. Et tout ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur, hein, tout ça, ça communique par des web services ou des API, ou des API qui sont performantes, et où du coup l'utilisateur lui a l'impression que tout se déroule sur un site unique, mais ce n'est pas du tout le cas au niveau informatique. En ce qui concerne les services pour les objets connectés, alors là on touche à des problématiques techniques complètement différentes, parce que là on est vraiment dans le big data. C'est vrai qu'on parle beaucoup de big data en agriculture actuellement, mais honnêtement, en ce qui concerne les productions végétales, je mets à part le cas particulier de tout ce qui concerne le phénotypage des cultures, mais là c'est une problématique plus propre aux semenciers. Honnêtement, pour le suivi des intrants en culture, parler de big data, c'est collé à l'air du temps, mais c'est très exagéré. On est sur des problématiques de gestion de données tout à fait ordinaires qui ne posent aucun problème technique sérieux. Par contre, sitôt qu'il y a des objets connectés fonctionnant en temps réel, comme les capteurs utilisés en élevage, là on est pour le coup vraiment sur des questions de problématiques big data très lourdes. D'ailleurs, c'est une chose qu'on a découvert nous-mêmes d'ailleurs. C'est l'activité élevage, en fait, on l'a acquis récemment en reprenant une société qui est un peu une des pionnières des objets connectés pour l'élevage. Et en fait, dans ce domaine, on se rend compte, en discutant un peu avec
les grands acteurs de ce domaine, que là, on gère actuellement à peu près 100 000 capteurs connectés qui envoient des informations toutes les 5 minutes sur nos serveurs. C'est un volume de données déjà très exceptionnel en fait par rapport à la plupart des services existants. Du coup, on est sur des problématiques de plateforme IoT qui sont pour l'instant des choses très peu stables techniquement. C'est un domaine qui est très mouvant et qui pose vraiment des problèmes de partage très lourds qu'on va détailler un peu après. Et du coup, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que là, c'est des systèmes par essence complètement fermés et je pense que ça va être très difficile d'arriver à les ouvrir un peu plus pour le partage avec d'autres acteurs. Et en tout cas, ça va poser des problèmes vraiment fondamentaux assez importants. Pour ça, du coup, voilà, je voulais m'attendre un peu plus dans les détails un peu de pourquoi, du coup, les pratiques qu'on a actuellement sur ces projets collaboratifs sont très en deçà des bonnes pratiques que vous avez vues pendant toute cette journée. Du coup, voilà, bon, on a pu évoquer finalement en cours de route, hein, c'est que, donc, une fois encore, le problème essentiel, c'est un problème à cheval entre l'économique et le technique, hein, c'est qu'en pratique, pour assurer vraiment un partage des données en toute sécurité et pérenne, il faudrait un système d'information dédié à la phase de R&D et qui poursuivrait après. Ça veut dire que déjà en pratique, c'est pas intégré dans les budgets des projets. Donc clairement, si on le faisait, c'est à notre charge. Et en plus, ça entraînerait vraiment plus après des coûts de maintenance de systèmes d'information dits provisoires après pour que les chercheurs puissent y accéder. C'est d'ailleurs un problème, nous, on commence à voir, il y a certains projets collaboratifs sur lesquels les labos qui sont terminés depuis longtemps, sur lesquels de temps en temps on a des demandes après des chercheurs qui nous disent tiens, est-ce qu'on pourrait retravailler cet aspect-là? C'est très frustrant pour nous parce que souvent c'est des questions intéressantes qu'on aimerait voir. On se rend compte que du coup, si on veut récupérer ces données et les remettre en place un serveur pour le travailler, ça a déjà un coût qui fait que finalement on laisse tomber. Et ça c'est déjà dommage sur le plan, je dirais, de l'évolution des connaissances et en plus du coup même pour la sauvegarde du travail de recherche qui a été effectué dans le projet collaboratif initial, c'est regrettable. En plus, voilà, et du coup, ça c'est déjà le cas pour les projets, je dirais, avec des bases de données classiques. Et du coup, alors voilà, je disais, bon, pour rester un peu sur les projets classiques, il y aura une solution, effectivement, ça serait que en fait, les instituts de recherche mettent au point des bases de données qui est vraiment adaptées à ça, et que nous, on serait tout prêt à utiliser, parce que concrètement, s'il s'agit de fournir des données pour l'archivage des travaux de projets collaboratifs, par définition, ça ne nous gêne pas trop, il y a tous les dispositifs de protection propriété intellectuelle qui existent pour ça. Concrètement, ce n'est pas un problème. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en pratique, même si effectivement il y a des labos qui s'y sont attachés, en pratique, ces bases de données expérimentales sont peu utilisées par les labos et du coup encore moins par nous. Donc là-dessus, je ne sais pas si les directions des instituts ont prévu des actions pour vraiment progresser là-dessus, ou c'est des choses auxquelles on peut essayer de s'associer mais qu'on ne maîtrise pas directement. Après, voilà, là où il y a vraiment un problème qui va devenir de plus en plus préoccupant à l'avenir, c'est sur l'archivage et même la transparence sur les travaux en cours, sur tout ce qui est problématique big data. Ça pose deux types de problèmes. D'une part, le fait que pour l'instant, c'est ce type de plateforme. C'est des objets que vous disiez qui sont en pleine évolution. Nous, on n'arrête pas d'optimiser notre plateforme pour arriver à suivre la croissance du nombre d'utilisateurs. On rame assez pour qu'elle ne plante pas trop souvent alors qu'on est les seuls à l'utiliser. Franchement, là, si je disais à mes collègues du service plateforme IoT qu'on va ouvrir des accès pour nos chercheurs, là, j'ai une démission en masse du service. Hein. C'est des problématiques tellement complexes et instables qu'actuellement, techniquement, clairement, on n'est pas mûr pour partager des bases de données IoT. En plus, il y a aussi une autre raison, même plus fondamentale, et qui touche aussi à des questions de propriété intellectuelle, c'est que, comme je disais jusqu'à présent, les bases de données à partager, c'était presque toujours des bases de données relationnelles, donc des questions sur lesquelles
des bases de données dont la structure, finalement, en elle-même, n'est pas véritablement une donnée sensible. Bon, ça arrive des fois qu'on trouve un peu des astuces de conception de bases de données relationnelles qui peuvent avoir une certaine importance, un certain intérêt, et qui pourraient demander à être protégées. Il y a un cadre juridique pour ça. Concrètement, c'est rare. En fait, mais si ça arrive, de toute façon, il y a un cadre juridique pour les protéger. Donc ça ne serait pas un problème, du coup, de les mettre à disposition des chercheurs. Par contre, quand on rentre dans le domaine des bases de données NoSQL qui sont employées sur les plateformes IoT, là, c'est beaucoup plus sensible, parce que c'est vraiment des bases de données dont la structure doit être optimisée très finement en fonction des traitements qui sont réalisés dessus. Alors nous ça nous pose deux problèmes. D'une part, on peut être amené à faire évoluer la structure quand on est au point de nouveaux traitements. Et puis surtout, si on publie la structure de base de données NoSQL, je dirais pour des concurrents, ça peut donner des indices quand même assez forts sur les traitements qu'on réalise, sur les points un peu délicats, les points de fragilité de la plateforme. Donc, pour nous, concrètement, c'est pas possible. Donc là, clairement, le base de données NoSQL, en tout cas dans l'état actuel des techniques, on ne sait pas les partager tout en protégeant les connaissances sensibles pour nous. Alors bien entendu, on peut et c'est ce qu'on fait, donner des extractions des données de cette base pour les chercheurs avec qui on a collaboré. Sauf que, comme je vous le disais, le problème de ce type de base aussi, c'est que les traitements qu'on réalise dessus ne doivent être réalisés que dans la base elle-même. Donc concrètement, quand on donne une extraction de base de données NoSQL à nos partenaires de la recherche pour leurs archives, c'est bien, mais pour eux, c'est des données qui sont mortes, qui ne peuvent plus retraiter par eux-mêmes. Si jamais ils sont amenés à y revenir par la suite, il faut qu'ils reviennent vers nous, qui nous demandent effectivement si on peut effectuer le traitement complémentaire qu'ils désirent. Et à ce moment-là, même pour nous, c'est une galère, parce que rien porter des données dans une base NoSQL, bon là aussi, il faudrait qu'on mette en place des procédures pour ça, mais c'est un boulot lourd et complexe que concrètement on manque de temps pour faire. Donc actuellement, pour l'instant, tout ce qui est partage de données NoSQL, c'est vraiment pour de l'archivage, mais ce n'est pas des données réutilisables facilement dans la suite, ni pour faire relancer de nouveaux travaux, ni même, ce qui est plus gênant, pour contrôler éventuellement l'intégrité des traitements qui avaient été faits dans le cadre du projet de recherche. Donc là, c'est vrai qu'il y a, à mon sens, des problèmes d'intégrité scientifique liés à ces bases NoSQL, pour lesquels, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse technique. Donc voilà, alors du coup, bon, je passe beaucoup de temps à dire ce qui ne va pas. Ça manque peut-être un peu de propositions positives. Enfin, je pense que c'est déjà important un peu d'alerter sur ces problèmes qui concernent quand même, comme je disais, une proportion non négligeable des projets de recherche. Je dirais que c'est un peu aggravé aussi par les problèmes plus généraux des appels à projets. Par exemple, les appels à projets Horizon 2020, il y a un cahier des charges très précis et détaillé sur les règles de bonne pratique pour le partage des données. J'ai évoqué un peu tous les problèmes pratiques que ça pose. Connaissant le gigantisme de ce type de projet, c'est clair que ces lignes directrices, elles sont complètement inapplicables. Nous, le projet Gentor sur lequel on travaille actuellement, il y a 21 partenaires dans 11 pays. Le résultat, c'est qu'actuellement, c'est un projet qui a démarré il y a plus d'1 an. Actuellement, là, pour le coup, on est vraiment au stade de partage de fichiers Excel entre les pays. Je ne sais pas jusqu'où on va aller en unification des données d'ici la fin du projet qui dure 5 ans, mais à mon avis, ça ira pas très loin. Donc là, il y a vraiment un problème de gigantisme des projets qui fait que ça complique déjà ce qui pourrait être relativement simple techniquement. Et puis donc, il y a le problème de tous les projets intégrant des plateformes IoT pour lesquels il y a des problèmes de partage actuellement non résolus. Donc je pense qu'il serait vraiment important qu'il y ait un peu une analyse faite sur déjà les pratiques actuelles sur les projets collaboratifs, qu'on voit ce qui arrive réellement à marcher, plutôt que d'avoir des lignes directrices très théoriques et très exigeantes, essayer de voir comment optimiser petit à petit ce qui se fait actuellement. Ce serait sans doute une pratique un peu plus réaliste pour assurer la pérennité et la transparence sur les travaux réalisés dans les projets collaboratifs. J'espère que j'ai tenu à peu près mêler.